Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce mardi des Bernardins intitulé L'art et la beauté, une question périmée avec un grand point d'interrogation bien sûr, Kant, Hegel, Baudelaire, Delacroix ou plus près de nous Malraux. Impossible de citer tous les intellectuels, les philosophes, les artistes qui ont écrit sur le lien si riche entre art et beauté. Ce soir, c'est au tour de 3 artistes qui sont nos contemporains de répondre, chacun à leur manière et à la lumière de leur art, à cette question. Alors Catherine Salvia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédienne et sociétaire honoraire de la Comédie Française. Durant votre carrière, vous avez interprété quantité de rôles sous la direction d'immenses metteurs en scène, tels Strehler, Vassiliev, Omar Porras ou encore Jacques Lassalle. Ce soir, vous nous offrez un florilège de textes sur l'art et la beauté. Vous les avez sélectionnés vous-même et spécialement pour cette émission. Vous nous en ferez des lectures tout au long de ces 52 minutes. À vos côtés, Jean-Marc Boustamante. Bonsoir. Vous êtes artiste et vous travaillez avec les outils de disciplines très diverses comme la photographie, la peinture ou encore la sculpture. Vous enseignez à l'École des Beaux-Arts à Paris dans le domaine du multimédia et en 2003, à la Biennale de Venise, vous avez représenté la France pour le pavillon français. Enfin, Thierry Esquèche, vous êtes compositeur, organiste et improvisateur. Impossible également de citer toutes vos créations et aussi les prix, signes de reconnaissance que vous avez reçu en France et à l'étranger. Signalons que vous êtes titulaire de l'orgue de Saint-Étienne-du-Mont à Paris. Et puis vous enseignez vous aussi, puisque vous êtes professeur de composition et d'improvisation au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Alors, les présentations sont faites. Entrons dans le vif du sujet. J'avais d'abord envie de vous demander à tous les 3 s'il est encore possible d'employer le mot de beauté dans l'art contemporain ou si ce n'est pas une question finalement devenue pratiquement tabou. Jean-Marc Boustamante. J'enseigne aux Beaux-Arts, donc c'est toujours un vocable qui tient. Je ne pense pas que l'art aujourd'hui soit considéré comme quelque chose qui serait de l'ordre des Beaux-Arts. C'est plus compliqué et le monde a changé. Mais c'est une question qui reste toujours d'actualité et que nous discutons entre artistes aussi en relation avec des étudiants. Thierry Esquèche, lors de processus de création, votre préoccupation est-elle le beau ? Heureusement, on ne se le dit pas en composant. On ne se dit pas, tiens, je vais créer quelque chose de beau. Et puis le beau, c'est subjectif. Toutes les personnes de la salle ici pourront avoir une idée du beau qui ne serait pas vraiment la même. Pour ça, en fait, au lieu de parler du beau, je préférerais presque parler de grand. Rechercher le grand, rechercher l'équilibre entre les divers paramètres qu'on va engager, la technique, la recherche de l'inouï. Enfin, essayer de trouver quelque chose qui se rapporte au beau. Mais effectivement, je crois que le grand serait plutôt quelque chose, l'équilibre aussi serait plutôt quelque chose qui détermine une création. Nous en parlerons un peu plus tard dans l'émission. Vous parliez de cet équilibre, notamment entre la tradition, la maîtrise musicale et puis ce qu'on peut adjoindre comme modernité, nouveauté. Oui, de toute façon, tout l'art va être ce parfait équilibre entre ce qu'on a pris dans la langue héritée, ce qui nous vient du passé, ce qu'on va transformer de cette langue pour se l'accaparer, le transformer, le digérer et le reproduire en véritable création. Et dans ce cas, le beau peut rester présent. Après, on pourrait parler s'il y a rupture, est-ce qu'il y a quand même beau, mais ça, ce sera le débat de l'émission. Catherine Salvia, en guise de réponse, un premier texte. Oui, comme disait François Billedou, si je savais parler, je n'écrirais pas. Et voilà, alors moi je dis les textes des autres. Le Créateur, s'il a formé les êtres, pourquoi les a-t-il détruits ensuite? S'ils étaient laids, à qui la faute? S'ils étaient beaux, pourquoi les briser? Omar Khayyam, grand poète persan du XIIe siècle. Alors Jean-Marc Boustamante, n'y a-t-il pas tout de même aujourd'hui une difficulté pour le public et un certain désarroi finalement d'opérer des distinctions entre les œuvres qu'il reçoit? En d'autres termes, comment pouvons-nous apprécier l'art contemporain sans utiliser le critère de la beauté, forcément? Mais d'abord, on ne va pas l'exclure et on va en faire peut-être un paramètre. Je suis assez d'accord avec cette notion de donner un synonyme de grand, de grandeur. Bon, moi, j'aime bien aussi cette idée de fraîcheur. Et ensuite, on peut considérer que ce sont effectivement au cours, je dirais,
des bagarres et une manière aussi pour chacun des artistes d'apporter des choses nouvelles. Il y a eu à un moment donné, je dirais, une rébellion contre la beauté. Les propositions qu'on puisse faire les artistes dans les années 50, 60 autour de l'art conceptuel, par exemple, ont beaucoup plus travaillé l'idée plutôt que le sentiment, je dirais, plutôt que la perception. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup changées parce qu'avec la globalisation de l'art, avant, l'art contemporain se jouait entre 3-4 pays. C'était l'Europe face aux États-Unis surtout. Aujourd'hui, il y a une telle ouverture. On parle beaucoup de l'art chinois, on parle de l'Indien, de l'Amérique du Sud, etc. Donc en fait, les critères, je dirais, d'évaluation aujourd'hui, les critères d'expertise même sont un peu troublés. Et il y a beaucoup d'hésitation. Et c'est vrai, vous me parlez de désarroi, je trouve que c'est un mot qui me paraît un peu dur. Mais il y a effectivement une manière peut-être de regarder les choses autrement et de faire non plus comme à l'époque des chapelles elles n'ont plus cours. Je veux dire que la notion d'avant-garde n'a plus vraiment cours aujourd'hui. C'est-à-dire que les cultures différentes qui effectivement aujourd'hui proposent une manière de montrer de l'art sont souvent très complémentaires. Donc ensuite, les critères d'évaluation sont aux mains du public. Et des historiens, des critiques d'art. Vous m'avez dit en préparant cette émission qu'il est arrivé que l'on dise de vos œuvres qu'elles étaient trop belles. Comment avez-vous reçu cette appréciation? Alors en France, c'est très mal vu. Nous sommes dans un pays cartésien et effectivement, l'idée, la théorie est préalable au travail. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de difficultés ici de se laisser aller à dire « regarde ». Prends ton temps et donc on aime bien effectivement mettre le sens avant la perception. Et moi je me bats un petit peu contre cela parce que je n'ai pas de théorie préalable à mon travail, mais j'essaie effectivement à partir de ce dont on parlait tout à l'heure, justement d'équilibre, de paramètres, etc., de construire quelque chose qui tienne et qui tienne pour aujourd'hui dans un contexte d'un artiste moderne, mais aussi qui va durer. Et à partir de là, effectivement, il y a des critères, je dirais, esthétiques qui sont importants. Ces critères esthétiques sont effectivement parfois l'utilisation comme outil d'une certaine harmonie ou d'une certaine disharmonie ou d'une couleur, etc. Et je pense qu'effectivement, il y a à un moment donné un paramètre qui est important, c'est cette force physique que vous avez entre vous et l'œuvre, cette relation à trois qu'il peut y avoir entre celui qui fait l'œuvre et celui qui la regarde, et la manière dont l'œuvre résiste à l'analyse de celui qui la regarde, en même temps la séduction ou l'attirance qu'il peut avoir vis-à-vis de cette œuvre. Et je pense que c'est à l'artiste, à un moment donné, à trouver cet équilibre de résistance pour que le spectateur ait envie d'y tourner autour et de la revoir. Il n'y a rien de pire que quelque chose qui s'épuise au premier coup d'œil. Et là, il y a effectivement dans la fabrication de l'artiste à trouver une manière, dans une proposition innovante, parce que nous sommes là non pas pour répéter ou refaire l'art d'avant, mais essayer de trouver d'autres manières, avec peut-être justement une manière de déplacer les choses, de faire des propositions autres, pour que ce que l'on peut amener au regard soit une chose forte et une chose nouvelle. Vous avez dit également, Thierry Esquèche, qu'on avait mis fin au XXe siècle, peut-être trop rapidement, à certains dogmes, à certaines normes en musique. Vous savez, quand j'étais élève au Conservatoire de Paris, où maintenant j'enseigne l'écriture, j'ai fait donc les classes de composition. On apprenait à composer. On sait bien qu'on n'apprend pas à composer. Je veux dire, on compose, mais bon, on se perfectionne dans sa discipline. Et c'était très marrant de voir que les professeurs nous demandaient souvent, volontairement, de façon assez dynamique, de casser en fait ce qui a pu se faire avant. Ils ne prenaient chez les auteurs que ce qui y était un peu exceptionnel, ce qui sortait de la norme. Donc on prenait chez Beethoven les derniers quatuors, parce qu'il y a un côté un peu rugueux, quelquefois énormément de silence. On prenait chez Ravel le Ravel des valses nobles et sentimentales, où l'harmonie commence à être très très superposée en diverses couches. On prenait chez tous les auteurs en fait le Bach, qui était le plus intellectuel, l'art de la fugue pour arriver. En fait, on prenait toutes les exceptions qui font partie du discours. Mais ce qui fait le problème, c'est qu'au bout du compte, avant l'exception, il y a la règle. Avant ce qui est exceptionnel, il y a quelque chose qui l'assise du style. Si vous prenez Beethoven, parce qu'on en parlait à l'instant,
Effectivement, Beethoven, il y a des ruptures monstrueuses de dialogue. Vous avez des fortissimo subito, tout à coup le discours s'arrête, vous pouvez avoir un silence merveilleux. Mais tout ça, c'est dans une forme qui était héritée, qu'on pouvait apprécier, une forme sonate, une forme, une fugue et autres. Et donc ça se rajoutait, c'était sa part personnelle. Et à partir du moment où on veut isoler le geste d'un créateur et prendre ce qu'il y a d'exceptionnel, on finit par faire, ça finissait par faire des œuvres complètement patchwork, des coups. D'ailleurs, c'est tout le temps des coups, même au sens propre, avec des bruits. Hein, au sens... Et c'est là que c'est dommage. On finissait par casser cet équilibre dont on parlait avec Jean-Marc à l'instant. C'est les deux. Beethoven, c'est à la fois, quand les premières œuvres de Beethoven, c'est du Mozart. On ne peut pas les distinguer. On entend une scène de violon-piano de Beethoven, sincèrement, pour dire que c'est du Beethoven, il faut vraiment connaître avant. Et puis progressivement, le style se fait. Mais voilà, c'est une homogénéité, hein, une création. Il ne faut pas oublier que l'art, c'est quoi? C'est un concept transformé en matière sensible. Sensible, ça veut dire qu'il faut donner les moyens à l'auditeur de percevoir ce qui a été de l'ordre du concept. Donc même si l'idée est absolument géniale, si elle passe pas le deuxième rang de la salle, il y a vraiment un problème. Donc ça va être ça, c'est cette tradition, c'est ce métier qu'il va falloir apprendre, qui va se rajouter à l'idée, combiner l'idée va donner une pièce ou une peinture. Tournons-nous à nouveau vers Catherine Salvia qui a des choses à nous dire. Non, vous disiez le trop beau. Je crois qu'en visitant l'exposition sur Renoir, on reprochait à Renoir de faire trop beau. Alors j'ai un petit texte de Pierre-Auguste Renoir. Regardez donc la lumière sur les oliviers. Ça brille comme du diamant. C'est rose, c'est bleu, et le ciel qui joue à travers. C'est à vous rendre fou. Et ces montagnes là-bas qui passent avec les nuages. On dirait des fonds de bateaux. Alors Catherine Salvia, pour rester un petit peu dans le domaine du théâtre, et même beaucoup, il y a des modes également, et des canons de beauté, et des modes dépassés dans le théâtre. On ne déclame plus aujourd'hui comme on déclamait par exemple à l'époque de Sarah Bernhardt. Vous avez, perçu effectivement, durant votre carrière, l'évolution de ces modes ? Oui, c'est vrai, il y a des modes en beauté. Par exemple, je ne sais pas, dans les années 60, 70, il fallait être grand, blond, blonde, beau. Et maintenant, c'est du type méditerranéen qui plaît le plus. Mais aussi, vous parliez de la façon de dire les textes. Évidemment, Sarah Bernhardt ou Gérard Philippe, quand on entend des disques, ça paraît un peu loin de nous et magnifique dans leur jus. Mais par exemple, quand nous avons répété Les Précieuses Ridicules dans les années 72-13, on nous a passé un vieux film de 1900, je ne sais pas combien, avec Lise Delamarre et surtout André Bruno. André Bruno dans le rôle de Mascarille, et il était d'un modernisme étonnant. Alors, il y a des modes, bien sûr, mais tout d'un coup, il y a des gens qui sont c'est même pas modernes, qui sont de tous les temps. Oui, on y reviendra tout à l'heure. Il y a cette idée que la beauté traverse les époques et voilà, est transhistorique. Alors, Thierry Esquèche, y a-t-il d'autres exigences liées plus particulièrement à la beauté dans l'art sacré quand on crée une pièce musicale d'art sacré, pense-t-on à la beauté de manière différente ou l'approche-t-on de manière différente ? Déjà, il faut faire une petite différence entre ce qui va être de l'ordre de l'art religieux avec une certaine fonctionnalité, quelque chose qui va servir pour, par exemple, un office religieux, et une pièce sacrée qui ne sera pas forcément destinée à un office, qui va être une pièce, peut-être une grande messe, mais qui va durer 2 ou 3 heures et qui est pas forcément, qui nécessite pas qu'on la chante un dimanche à la messe, qui sera un peu difficile dans les conditions actuelles. Donc, de toute façon, évidemment, il faut déjà séparer. Maintenant, évidemment, on se dit pas, je vais faire une œuvre sacrée. Qu'est-ce qui va faire pareil, le sacré, ça va être certainement la force du sentiment qu'on va essayer de décrire. On parlait tout à l'heure d'équilibre, mais pourquoi je disais ça? Parce qu'on sait très bien que d'une certaine manière, dans la Grèce antique, une statue, la sculpture, était censée représenter l'harmonie du monde, des divers éléments. Après, au Moyen-Âge, c'est devenu, on représentait les attributs du divin. Et puis après, l'art est devenu beaucoup plus, il représentait l'humain. Je veux dire, au XVIe siècle, un peintre hollandais représente une laitière, et c'est ça qui est très beau, mais il la représente avec sa propre sensibilité, mais ça devient de l'humain. Donc, d'une certaine manière, en reprenant, en écrivant une œuvre sacrée, on se met un peu comme un auteur du Moyen-Âge ou de la Renaissance qui veut traduire. Et là, ça va être plutôt la force de ce qu'on va vouloir dire. En fait, dans sacré, il va y avoir désir de transcendance. Il va falloir que la musique, par ses qualités, par la puissance de sa forme, de ses harmonies,
invite l'auditeur à avoir une certaine vision de cette transcendance qui peut prendre effectivement à travers l'histoire beaucoup d'idées, y compris pourquoi pas après des idées révolutionnaires. C'est pas forcément toujours lié au sacré. Donc voilà, ça a été de donner à l'auditeur les capacités par la force musicale, ce qu'on va employer comme langage, de percevoir cette transcendance. Ça veut dire également que la dimension spirituelle d'une œuvre peut générer un type de beauté directement en lien avec le sacré, selon vous? Oui, c'est le cas de beaucoup d'œuvres de Bach, comme les Passions, par exemple. C'est le cas aussi, même c'est intéressant d'ailleurs, il y a une des plus belles œuvres sacrées, c'est la Requiem de Fauré, était fait par quelqu'un qui était relativement agnostique d'ailleurs, comme qui se disait en tout cas agnostique, des Fauré. Et il passe une sincérité dans cette pièce. Il a une façon de nous faire voir cette approche de la mort, de l'idée de la mort, mais avec une certaine sérénité qui est assez propre à son propre désir de musicien. Donc voilà un bel exemple avec Fauré. Catherine Salvia, vous nous lirez un texte de Paul Claudel en fin d'émission. Vous, dans votre travail de comédienne, ces textes-là de Paul Claudel, les avez-vous approchés différemment, notamment au niveau de vos critères esthétiques, de la manière de les interpréter? Alors, quand on aime quelque chose, quand on a, en l'occurrence les textes religieux, on prend ce prétexte pour y mettre un peu de soi, quoi. Mais comme disait quelqu'un, est-ce que vous avez, par exemple, pour jouer ou les dialogues des Carmélites, ou Claudel, ou Peggy, ou Bernanos, et quelqu'un me demandait, est-ce que vous avez la foi? Alors j'allais répondre, et puis quelqu'un d'autre a dit, mais on s'en fiche complètement. J'ai dit, mais vous avez tout à fait raison. C'est pas parce qu'on a la foi qu'on jouera mieux un texte religieux. Ça n'a rien à voir, vraiment rien. D'accord. Est-ce qu'on vous retrouve avec un texte que vous avez amené? Oui, je vais vous lire justement Ivan Tourguenieff qui écrit à la célèbre chanteuse Pauline Viardot. Alors, Ivan Tourguenieff dit « Vous me demandez en quoi réside le beau. Si, en dépit des ravages du temps qui détruisent la forme sous laquelle il se manifeste, il est toujours là. Le beau est la seule chose qui soit immortelle, et aussi longtemps qu'il reste un vestige de sa manifestation matérielle, son immortalité subsiste. Le beau est partout. Il s'étend même jusque sur la mort. Mais il ne rayonne nulle part avec autant d'intensité que dans l'individualité humaine. C'est là qu'il parle le plus à l'intelligence. Et c'est par là que, personnellement, je préférerais toujours une grande puissance musicale servie par une voix éventuellement défectueuse à une belle voix, mais bête, une voix dont la beauté n'est que matérielle. Vous souhaitez réagir? C'est effectivement, le beau, c'est pas justement l'accessoire. Ça, c'est un élément pour le définir. C'est pas parce que la pièce sonne bien ou qu'elle est magnifiquement chantée, pour reprendre cet exemple, que ça va être superbe. Hein, le beau, quelque chose de complètement académique, qui serait joli harmonie, je sais pas, une pièce de quatuor à cordes de Théodore Dubois que j'entendais il y a pas longtemps. Bon, c'est joli, je veux dire, n'importe quel élève à l'époque, au 19e siècle, pouvait à peu près écrire ça. C'est une jolie modulation. Mais une fois que c'est fini, on est oublié. Et ça, c'est le joli. C'est une sorte l'accessoire. Il faut qu'il y ait plus, qu'il y ait une dimension formelle qui vous emmène, qui prenne l'auditeur, qui l'amène à un autre point pour faire vraiment une œuvre véritable. Effectivement, même si elle est mal jouée, même si elle est massacrée par 4 musiciens épouvantables, c'est pas un certain point quand même, mais il en restera quelque chose. Voilà. Alors, dans ce débat, il y a aussi cette idée importante que certaines formes de beauté peuvent traverser les siècles. Et c'est un mystère d'ailleurs qui a totalement bouleversé Malraux, qui pensait qu'une conscience artistique vraiment mûre était capable de ressentir autant d'émotions en présence d'une icône russe du XIVe siècle que d'un masque Dogon. Alors, qu'y a-t-il, Jean-Marc Bustamante, dans ses œuvres pour qu'elles bravent ainsi le temps, pour qu'elles résistent? Est-ce que c'est de la beauté? Est-ce que c'est de la force, comme le disait Thierry Esquèche? Il y a plusieurs choses, et ça reste toujours assez mystérieux, ces histoires-là, parce que c'est vrai que on parlait de code tout à l'heure. Effectivement, il faut avoir une certaine technique, un certain pratique, une certaine maîtrise des choses pour pouvoir peut-être aussi s'en défaire. Et à un moment donné, quand il y a une proposition d'un artiste qui effectivement arrive à se défaire de ces choses-là, c'est qu'il les maîtrise très bien. Donc les règles sont là. Donc je pense qu'il y a déjà ça. Donc ça, ce sont les fondations. Après, à savoir pourquoi une œuvre, surtout lorsqu'elle est décontextualisée, je veux dire, si vous regardez de
de vierges du Moyen-Âge, et vous savez, elles ont été créées à un moment donné dans des contextes qu'on a oubliés. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention à ce qu'on appelle la pédagogie de l'art et la critique d'art ou la description, parce qu'au fond, elle peut être utile au moment où on peut effectivement un critique donner des clés à un moment donné pour essayer de vous dire ce qui est beau ou ce qui est juste ou ce qui est fort. Il se trouve qu'à un moment donné, il y a une certaine objectivité qui se fait, c'est-à-dire qu'avec le temps, et c'est le temps, c'est l'histoire qui à un moment donné fait qu'il y a une des deux vierges qui est beaucoup plus belle que l'autre. Et on ne pourra pas vous dire, même si on vous raconte des histoires autour, on peut vous raconter la biographie de l'artiste, un artiste qui a souffert, qui était au moment donné dans un village où il y avait la peste, et il s'est transcendé dans sa sculpture, etc. Ou l'autre, il était à la cour du roi, il avait 1000 maîtresses, et il vivait super bien. Et laquelle est la plus belle? C'est peut-être pas celle qu'on croit. Bon. Et là, à un moment donné, ce que j'aime bien dans l'art, il y a ce mystère-là, à un moment donné, d'une œuvre qui résiste d'une certaine manière à l'analyse, et qui vous regarde et que vous reconnaissez. C'est-à-dire qu'il y a cette reconnaissance. Alors, tout le monde n'est pas capable de reconnaître. Je veux dire qu'il y a quand même aussi je veux dire qu'il y a une responsabilité du spectateur ou de l'auditeur. Je veux dire, cette prise en charge qu'il a d'une pièce de musique ou d'une œuvre est quand même très importante. Je pense qu'il y a une éducation, il y a une manière de faire, mais à un moment donné, les choses parfois sont évidentes pour presque tout le monde. Et ça fait plaisir parce que c'est pour cela qu'on travaille, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le contexte est important, la théorie, la pratique, et tout d'un coup, il y a quelque chose de plus qui fait qu'il y a un supplément d'âme dans une œuvre et qui effectivement passe à travers le temps. Avec cette question sur la beauté, on touche aussi la question du goût artistique, des critères. Alors, j'avais envie de vous citer Yves Michaud, qui a écrit évidemment sur les critères esthétiques et qui dit « Si nous avons aujourd'hui le goût que nous avons, ce n'est pas qu'il soit inné, spontané ou naturel, c'est que bon ou mauvais, il est le résultat d'un apprentissage. » Est-ce que on sait reconnaître la beauté par ces apprentissages successifs? Oui et non. C'est-à-dire que les choses, c'est très compliqué parce qu'on est de là où on est. C'est très intéressant aussi l'évaluation. Cet après-midi, par exemple, j'ai fait passer à l'école des Beaux-Arts des diplômes et j'avais une étudiante slovaque qui montrait son travail. Et son travail était très lié à ses racines. Et ensuite, donc, elle a présenté son travail. Et puis après, je me suis retrouvé avec le jury, parce qu'à l'école des Beaux-Arts, c'est comme ça, on fait sortir ensuite l'étudiant, et le jury reste avec le professeur pour défendre l'étudiant. Et je sentais que le jury n'était pas convaincu, complètement convaincu. Et en même temps, j'ai essayé de mettre en avant justement ces critères, je dirais, de goût, ces critères de perception qui fait que moi je lui dis, moi je forme une étudiante pour qu'elle devienne un artiste plus tard. À ce moment-là où elle passe le diplôme, j'entends pas penser qu'elle est une artiste, mais j'entends penser, enfin j'essaye de penser qu'elle a trouvé son propre équilibre, qu'elle a trouvé son centre de gravité et qu'elle est à même, en se retrouvant elle-même, de produire pour plus tard quelque chose. Donc effectivement, ce sont des choses qui sont compliquées. Et bon, après il y a des humeurs dans le goût. Je veux dire qu'on peut effectivement détester, aimer. Et puis il y a toute cette relation à la mode qui est très importante et qui effectivement parfois dévoie les choses, parfois pas. Une œuvre qui est à la mode n'est pas obligatoirement une mauvaise œuvre. C'est très compliqué. Un artiste peut être en adéquation avec son temps au moment où il crée, et être un artiste célèbre, c'est pas pour autant que c'est un imposteur ou c'est quelqu'un qui n'est pas à regarder et à apprécier. Donc tout est bon. Après, il faut effectivement essayer de prendre en compte ces types de critères qui tiennent effectivement à un apprentissage, certainement. Et ce sont tout de même des regards experts comme les vôtres, par exemple, en tant que professeur et artiste, qui attirent notre attention en tant que public vers ces œuvres-là aussi, qui disent « Regardez, peut-être que vous pouvez y voir de la force, comme vous le dites, de la beauté ou quelque chose qui nous touche. » On est là pour ça, il faut nous faire confiance. Je veux dire qu'il y a aussi c'est important, c'est en France, on l'a pas beaucoup. Il y a ce respect pour les artistes et ce respect pour ce qu'ils font. Je veux dire que souvent, on se moque des artistes, on pense qu'ils font un peu n'importe quoi. Dans les pays anglo-saxons, par exemple, c'est beaucoup plus respectueux. Je veux dire que
Les familles vont le dimanche au musée avec les enfants, on regarde, on pose des questions et on ne juge pas a priori, c'est qu'on regarde. Et puis après, on peut parler, on peut juger, on peut polémiquer. Mais je pense qu'il y a des a priori en France vis-à-vis de l'art contemporain en général. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ce serait intéressant de creuser un petit peu et que je déplore un petit peu parce que voilà, je pense que l'important c'est de ne pas être ni trop éduqué, ni trop intelligent, ni trop cultivé, mais il faut effectivement être attentif, être sensible et ouvert. Oui, Thierry Escache. Ce qui est bien, en fait, justement, en France, c'est d'arrêter de vouloir écrire, quand on est artiste, l'histoire de l'art. On fait le schéma inverse. Effectivement, ils sont moins... J'étais en Finlande encore hier matin, je vais à Londres la semaine prochaine, et voilà, chacun fait ce qu'il veut, effectivement, dans la direction esthétique qu'il veut. Ils se comparent un peu ce qu'ils font, mais ils ont cette espèce de respect. Et donc, nous, en France, on veut quelquefois écrire l'histoire de l'art, ce qui fait qu'on se regarde écrire. On se regarde faire des installations, on se regarde par rapport à l'autre. Et ça donne quelque chose d'assez bizarre, parce qu'on fait passer, en fait, au bout du compte, le concept, maintenant, c'est quelque chose que le concept avant la réalisation sonore, ou la réalisation même qu'on peut voir quand c'est un art pictural ou une sculpture. Moi, il m'est arrivé de voir des choses assez hallucinantes. Le concept, j'écris une pièce pour 3 ordinateurs dont on va entendre que les souris, par exemple. Ça sera mon instrument de musique. Après, on parle du public, mais c'est pas grave, je suis mon propre public, me répondait la personne. Ou me disait encore, je n'aime que les œuvres qui ont un concept fort. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un concept fort? Je n'aime qu'une œuvre, le Boléro de Ravel. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît à peu près le Boléro de Ravel, c'est pour ça que je prends cet exemple. Et en plus, ce compositeur-là le citait. Parce qu'en fait, pour lui, la seule chose qui l'intéressait, c'était le fait que c'était une montée pendant 10 ou 12 minutes, ininterrompue. Mais ce qu'il oubliait, c'est que des gens qui ont voulu faire des montées ininterrompues comme ça, magnifiquement orchestrées, il y en a des tonnes en musique. Une forme, une partie comme ça qui commence avec un rythme lointain, qui prend forme et qui va jusqu'à une explosion. Personne ne s'en souvient, on ne sait pas, parce que c'est parce qu'ils sont ratés. Pourquoi Ravel l'a réussi? C'est pas parce qu'il a eu l'idée de faire une montée, parce qu'effectivement, à un moment, il a senti une œuvre qui allait monter comme ça, des albums pendant 18 minutes. Ça, c'est le concept. Effectivement, il faut avoir une idée forte au début. Mais après, il avait les moyens de la réaliser. Après, il a trouvé la bonne harmonie, il a trouvé le moment où, juste à la fin, il module, on est complètement bouleversé par sa modulation, il a trouvé le moment où vont rentrer chacun des instruments de l'orchestration absolument géniale, qui va faire que c'est une œuvre qui, pour le coup, est restée. D'ailleurs, Ravel lui-même ne l'aimait pas. Il a été resté malgré lui. Mais il y avait quelque chose qui fait que elle a trouvé un public, et ce concept, entre guillemets, il est passé. Mais quand ça reste uniquement une idée, et qu'on ne pense plus que l'art est fait pour communiquer à quelqu'un et avoir un retour de cette communication, ça donne effectivement... Alors après, on fait des batailles de concepts. Alors toi, tu es plutôt dans cette avant-garde-là, moi je suis plutôt dans l'autre, moi je suis plutôt dans l'autre. Ah oui, toi, là, tu es dans la réaction, c'est catastrophique parce qu'on ne peut plus dire... Non, bon, là, il faut être quand même dans la perception d'une œuvre. Diriez-vous justement que cette question de l'harmonie est très proche de cette préoccupation de beauté, d'introduction de la beauté? De l'harmonie, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cet équilibre harmonique. S'il n'y a pas effectivement cette perception dans la musique ne va nulle part. Mais l'harmonie, ça n'est pas seulement une jolie harmonie ravelienne, pour le coup, parce que ça nécessite aussi l'art un apprentissage. Tout à l'heure, on parlait même du public, effectivement. C'est vrai qu'il est quelquefois plus difficile de recevoir une pièce de Messiaen. Moi, quand j'avais 12 ans. La première fois que j'ai entendu du Messiaen, 12-13 ans, oh là là, j'ai attendu la fin de la pièce, j'ai dit bon là là, et pourtant j'étais déjà musicien, je faisais de la musique, j'improvisais et autres. Et bien progressivement, ces harmonies, par mon expérience, par mes écoutes successives, parce que Messiaen se situe justement dans cette succession, cette transition entre la modernité et la transition, il est vraiment un équilibre parfait, Messiaen. Je suis quelques années après rentré, et dedans, et beaucoup des gens que je connais ont franchi le pas avec certaines œuvres de Messiaen, certaines restant éventuellement plus difficiles. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que quand elles restent trop difficiles, ces œuvres, quand il n'y a pas ce parfait équilibre dont je parlais tout à l'heure, et même chez Messiaen, qui est un compositeur que j'admire particulièrement, il est quelquefois allé très loin, trop loin dans ce conceptuel, il a dépassé. C'est-à-dire qu'en fait, le système qu'il voulait mettre en place, le système pour arriver à peindre, le système pour arriver à écrire, en l'occurrence, le système, ont dépassé ce qu'on pouvait percevoir. Et ça a plutôt gâché certaines pièces des années 60 de Messiaen, justement. C'est ça qui est intéressant. Et lui-même le reconnaissait un petit peu à la fin de son existence. Alors, il reste quand même, ça reste des œuvres séduisantes, mais pas aussi fortes que celles où il était plus libre, où cet équilibre parfait s'était fait. Et justement, pour venir à cette question de l'apprentissage, sans un apprentissage musical, le langage musical et donc la beauté est-elle directement accessible, oui, même avec des pièces contemporaines? Oui, ça sincèrement oui. Il faut peut-être un peu de temps, c'est vrai.
Il faut un petit peu plus de temps que peut-être une sculpture, ou encore que ça peut se discuter. Mais je pense que oui. En tout cas, c'est notre travail de compositeur de se dire, ne pas composer pour le public. Je ne suis pas en train de dire il faut séduire un public, parce que dans ce cas, c'est pas la musique contemporaine qu'on va faire. Effectivement, on va composer pour la prochaine orchestration de la Starac. Mais à partir du moment où on veut vraiment rester un compositeur de musique savante, comme on est, comme sculpteur de sculpture savante et autres, on est des gens de la culture savante. Effectivement, il faut qu'on arrive à transmettre, faire passer. Et ça, c'est là qu'est le travail personnel est important. C'est là que le métier est important. C'est pas pour dire j'ai du métier, j'ai fait des classes, j'ai des prix, je ne sais quoi. Ça, c'est pas le problème. Le problème d'avoir du métier, c'est pour arriver justement à mettre des notes, des rythmes, des mélodies et tout ce qu'on veut, des timbres sur ce passage qu'on veut faire passer. Si on ne trouve pas les bons, si c'est pas perceptible, quelqu'un n'entend pas ce fameux chant de trompette qu'on veut faire à un moment, on n'entend pas on veut quelque chose d'anxieux rythmiquement. Eh ben, il va falloir trouver le rythme pour que cette angoisse soit perceptible. On veut un éclairage harmonique pour susciter un éclairage dans la pièce. Si on ne trouve pas la bonne harmonie, ça ne passera pas. Et c'est là que je dis, c'est l'efficacité des moyens par rapport au concept de base. Donc cette beauté n'est pas réservée à un petit groupe d'initiés qui pourraient entendre ou écouter. Non, le fait que ce soit après un groupe d'initiés, c'est plutôt des concessions de société. Après, le fait que les musiques plutôt commerciales aient pris beaucoup d'importance, mais c'est pas un problème sociétal, ça, c'est pas un problème de fond, je pense, musical. Catherine Salvia. Alors, ça m'inspire Boileau dans l'art poétique. Rien n'est beau que le vrai seul est aimable, il doit régner partout, et même dans la fable. Cessons de nous flatter, il n'est esprit si droit qu'il ne soit imposteur et faux par quelque endroit. Sans cesse, on prend le masque, et quittant la nature, on craint de se montrer sur sa propre figure. L'ignorance vaut mieux qu'un savoir affecté. Rien n'est beau, je reviens, que par la vérité. C'est par elle qu'on plaît, et qu'on peut longtemps plaire. L'esprit lasse aisément, si le cœur n'est sincère. Une des principales phrases de Nietzsche, c'est justement d'essayer de trouver la vérité par l'art. Je veux dire, c'était un peu son but. Je veux dire, il remplaçait la recherche d'une transcendance qui pour lui n'était pas vraiment, une nécessité en tout cas à la fin du XIXe siècle. L'art prenait une version quelque chose de transcendantal. Il disait c'est la recherche de la vérité. Cette vérité, on va la trouver avec ce qu'il appelait dans la vie le grand style. Ça, il faudra expliquer après ce que ça peut être, mais cette espèce de manière de vivre d'artiste pour aller vers cette vérité. Alors, pour préparer cette émission, je me suis plongée dans un livre qui s'appelle « L'Église et l'art d'avant-garde de la provocation au dialogue ». C'est un livre de Monseigneur Albert Rouet qui a été publié aux éditions Albin Michel il y a quelques années. Et il parle de cet artiste qu'il dit messager de certains aspects du monde contemporain. Ce messager qui attire notre attention sur ce que nous ne voulons ou nous ne pouvons pas voir. Alors, est-ce que finalement cette beauté dont nous parlons depuis le début de cette émission ne réside pas aussi dans cette rencontre réussie entre une œuvre, un artiste et un récepteur, Jean-Marc Bustamante? C'est quelqu'un qui me parle et que je parviens à écouter et je parviens à saisir ce message qu'il m'envoie. Oui, moi j'ai tendance à penser parfois que l'œuvre, il ne faut pas la regarder, mais il faut se mettre à côté d'elle. Et je trouve que je me prends pas en tant qu'artiste comme une espèce de Deus ex machina. Et je pense que c'est pour ça que je parlais de responsabilité. Je pense aussi, je crois que c'est Marcel Duchamp qui disait que c'est le regardeur qui fait le tableau, des choses comme ça. Bon. Et je pense que il y a beaucoup de vrai dans tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a dans la manière de présenter à l'autre quelque chose, une façon de lui dire c'est pour toi. Et voilà. Et donc effectivement, c'est un seul vecteur, tableau, il est là. Bon, il est présent pour cela. Voilà. Après, c'est assez compliqué de savoir qu'est-ce qui se passe. Je veux dire que lorsqu'on fait une œuvre sur un certain nombre d'années, on essaie effectivement de rendre son travail de plus en plus clair, par exemple, pour les autres. Lorsqu'on a, je sais pas, moi j'ai fait 200, 300, 400 œuvres à travers la photographie, la sculpture, la peinture aujourd'hui. Et en essayant, bon, alors et après il y a toutes les aléas du marché, de votre côte, de savoir que les marchands vous disent, mais
Pourquoi tu fais pas la même chose? C'était bien, ça marchait bien. Et puis vous avancez. Vous avancez pourquoi? Parce que vous sentez qu'il est très important de tirer tout le travail que vous avez commis avec votre nouveau travail. C'est le nouveau travail qui va faire comprendre l'ancien travail. Et à un moment donné, c'est-à-dire que c'est pas simplement les œuvres comme entité, le tableau, mais c'est aussi une œuvre qu'on constitue, qu'on crée. Et cette œuvre, ensuite, si elle est comprise, elle va permettre de faire comprendre le tableau. Donc tout ça, ça marche sur différents niveaux. Tout ça se sédimente en différentes couches. Et moi, je crois pas particulièrement, il y en a, mais ça sont peut-être des génies, à l'article visionnaire, à l'illuminé, au singulier, etc. Moi, je pense plutôt à l'artiste qui travaille et qui, effectivement, petit à petit, à partir d'un certain nombre d'obsessions, à partir d'une manière, effectivement, de développer un travail lentement, construit quelque chose qui, effectivement, ensuite, va permettre à ceux qui se donnent la peine d'aller y voir de plus près les clés pour comprendre et apprécier le tableau qu'il a à côté de lui. C'est, je crois, Beethoven qui disait en fait, on passe sa vie à enfoncer le même clou. C'est un peu ce que dit Jean-Marc à l'instant. On fait un peu la même œuvre, on essaie de la rendre plus claire. On reprend, on prend le versant de la montagne d'un autre côté. Hein, on essaie de monter, mais justement, cette représentation peut-être du beau, ce qu'on disait au début de l'émission, on essaie de le rendre le plus lisible possible au fur et à mesure où on avance en âge. Donc on va trouver les moyens techniques, hein, les harmonies pour nous, les couleurs ou pour d'autres, de le rendre perceptible. Je crois que c'est vraiment ce travail, cette espèce de montagne qu'on monte régulièrement toute sa vie, et c'est peut-être une interprétation que je préfère de ce cheminement de l'artiste. Après, les problèmes des modes, les problèmes de comment on se situe, est-ce que l'art doit être transgressif ou pas, c'est de l'habillage, ça, c'est du positionnement, souvent c'est du positionnement politique, c'est quelquefois, on a besoin, les avant-gardes, c'est vrai qu'on peut en avoir besoin. Moi, j'essaie de me situer dans une lignée, comme beaucoup de compositeurs, je ne suis pas seul, qui vient de la tradition et qui nous amène vers certaines modernités. Mais je me sers de l'idée de modernité, mais c'est pas une fin en soi, la modernité, c'est un passage, c'est un processus qui se mord la queue, la modernité, on n'est jamais assez moderne pour quelqu'un d'autre, donc ça veut rien dire. Quant à la transgression de l'art, oui, il y a des œuvres qui ont choqué, des belles œuvres qui ont choqué. Stravinsky a choqué à un moment, mais il est rentré rapidement au répertoire. Et puis il y a des œuvres épouvantables qui ont choqué aussi. C'est pas parce qu'elles ont choqué ou pas choqué qu'elles sont bonnes. Donc il faut faire très attention à ça. Ça, c'est de l'habillage de l'art, c'est du positionnement politique. Je me souviens d'un ancien ministre il n'y a pas longtemps encore, je crois que c'est Dominique de Villepin, qui disait l'art doit être transgressif. Mais ça, c'est du positionnement politique. L'art, il est ce que l'artiste, il est ce dialogue, ce que va essayer de donner l'artiste toute sa vie, après une transition et après une tradition, pour donner une autre tradition, être dans la tradition et mettre le pied à l'étrier à celui qui prendra sa suite. C'est ça, c'est un passeur, un artiste, en fait, il me semble. C'est un passeur qui sait aussi trouver celui qui sait... Enfin, il y a aussi un art de contempler ce passeur-là. Et la contemplation demande du temps. C'est vrai qu'on est tellement dans une époque du rapide, du progrès technique et idéologique, on met en scène la création. On dit voilà, maintenant on a fait ça pendant 4 ans, on a fait de telle musique, de tel art, allez on va changer, on fait autre chose. Mais il faut penser que à côté de nous, il y a des arts qui perdurent depuis des centaines d'années. J'ai les pygmées ou autres, des musiques. Alors évidemment, nous on est des sociétés qui évoluent plus, on n'ira pas contre ça, qui évoluent au niveau justement, un art qui évolue. Mais eux ont un art qui n'a pas bougé souvent et qui est destiné à véhiculer à l'intérieur les symboles d'une journée, les symboles de l'art, et ils ne bougent pas. Au contraire, il est même interdit chez eux de renouveler quoi que ce soit. C'est même l'horreur, c'est la création qui est interdite, pour justement véhiculer les symboles même de leur existence. Nous, on a opté depuis le Moyen-Âge pour une évolution, tout à fait, mais je pense qu'il faut la maîtriser. Il faut qu'on sache nous-mêmes, en tant qu'artistes, la maîtriser, cette évolution, pour que justement l'art puisse perdurer et continuer, parce qu'il faut un temps d'adaptation à chaque fois pour les publics. Il faut que cet art, il doit se transformer. Pour se transformer, il faut du temps. Voilà. Je sais bien qu'on est à l'époque d'Internet, d'ordinateur, mais l'art, il ne fonctionne pas comme ça. Ce temps de l'adaptation, on peut aussi en parler dans le domaine de l'art contemporain, Jean-Marc Bustamante. Vous pensez également qu'il faut un temps d'adaptation au public pour regarder certaines œuvres, avoir envie de les regarder? En même temps, quand tu dis que l'art n'a pas besoin de transgressif, il doit l'être aussi. Et les artistes se doivent quand même de prendre un certain nombre de risques, si on peut appeler ça des risques, ou des morceaux de bravoure, ou des audaces, qui sont importantes. Et ces audaces, effectivement, elles sont plus ou moins bien perçues au moment où elles se font. Mais je pense que c'est le rôle de l'artiste d'aller quand même travailler sur des champs d'investigation, sur des chemins qui n'ont pas été défrayés,
Et à partir de là, effectivement, il se crée souvent un grand écart entre la réception d'un public moins averti et de ce qu'on amène nous. Mais en même temps, on peut pas faire autrement. Hein, et c'est pas effectivement un gage de qualité, mais en même temps, on peut pas s'en passer. Et voilà, donc ce qui amène à votre question de l'adaptation, si vous voulez, c'est il faut, oui, il faut. C'est pour ça que je parlais de respect tout à l'heure. C'est-à-dire que si on respecte celui qui travaille et si on lui fait confiance, on va effectivement lui accorder un certain crédit, même si on comprend pas tout. Mais on va essayer effectivement d'aller vers lui et lui vers vous, parce que lui aussi a besoin de vous. Et à un moment donné, dans cette convergence qui est possible, hein, je veux dire qu'on n'est pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'art contemporain est plus à la mode que la musique contemporaine. Bon, c'est des questions de mode. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors en même temps, nous, on est contents, les artistes, on se dit tiens, aujourd'hui, plein de gens vont à la FIAC, il y a un marché, socialement, le statut symbole d'un collectionneur. Monsieur Pinault, Monsieur Arnaud font des grandes collections, etc. Donc effectivement, ça attire plus de gens. Après, ça crée aussi d'autres déviances, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de visibilité parfois parce que ces gens-là, ils connaissent l'art, mais pas si bien. Et puis en même temps, ils achètent un certain type d'art. Ce type d'art qui n'est pas obligatoirement le meilleur, mais qui n'est pas non plus le plus mauvais. Ils sont bien conseillés. Mais il y a parfois, justement, des artistes qui ont besoin de plus de temps, qui ont besoin d'une visibilité qui, effectivement, est plus difficile. Enfin, il y a un accès plus difficile. Et cette mode les cache un petit peu. C'est-à-dire que alors c'est pour ça que je suis très content que l'art contemporain soit à la mode et j'ai des amis compositeurs, je souffre parfois un peu pour eux aussi, parce que c'est difficile d'être dans un ghetto, d'avoir un public restreint, etc. Mais en même temps, quelque part, ils ont plus de liberté que nous, d'une certaine manière, parce qu'ils sont vraiment indépendants. On a une liberté, en fait, on n'a pas de marché. Il n'y a plus trop de marché de la contemporaine en musique. Donc, pour le coup, ça au moins, on n'a pas à chercher à ça. On retrouve Catherine Salvia qui a peut-être envie d'ailleurs de prendre la parole sur cette idée de transgression au théâtre, notamment certains metteurs en scène peut-être avec lesquels vous avez travaillé. Oui, de toute façon, il faut avancer, il ne faut pas rester, mais enfin, il ne faut pas non plus dénigrer ce qui s'est passé. Comme dit encore Bernanos, nous avons tort de mettre le passé derrière nous, le passé nous attend devant l'éternel. Alors on peut avancer avec toute l'expérience et tout ce qu'il y a eu avant. Dans votre pratique de comédienne, par exemple, vous est-il arrivé de travailler avec des metteurs en scène dont le travail a été totalement incompris parce que très... Oui. Par exemple, quand on a joué le bal masqué d'Anatoly Vassiliev, ça n'a pas été un succès, mais pour nous, ça a été un succès parce que il y avait la moitié de l'orchestre, mais c'était tellement intéressant ce travail que les gens revenaient 10 fois. Il y avait la moitié de l'orchestre, mais avec des gens qui revenaient de 10 fois. Et c'était un triomphe à la fin, avec ce petit public. Ça, c'est quelquefois, il y a des insuccès beaucoup plus bénéfiques que des grands succès bien lourds. Je peux vous dire un petit truc de Baudelaire, un petit truc, des petites phrases de Baudelaire. Comme dit Jules Renard, faut du Baudelaire, pas trop. Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe, ô beauté, monstre énorme, effrayant, ingénu, si ton œil, ton souris, ton pied m'ouvre la porte d'un infini que j'aime et n'ai jamais connu. Le beau est toujours étonnant. Il serait absurde de supposer que ce qui est étonnant est toujours beau. Alors, pour s'arrêter un petit peu sur cette idée de la transgression, est-ce que finalement, pour un artiste, transgresser, c'est pas aussi forger et proposer son propre langage ? Mais oui, parce que tout à l'heure, je disais effectivement transgression. La transgression pour la transgression, c'est pas un style. C'est effectivement faire tout le contraire de ce qui s'est fait en espérant que ça va passer. Par contre, d'une certaine manière, à chaque pièce, on se transgresse, ne serait-ce que soi-même déjà. Parce que quand on est assis dans la tradition, effectivement, on a tous les moyens pour créer, mais à ce moment-là, effectivement, il faut ces moyens, il faut ces accaparer, donc quelquefois les remettre en cause, faire exploser les formes.
Beethoven en est un très bon exemple. La forme chez Beethoven n'explose pas complètement, on dit toujours il a cassé la forme sonate ou je ne sais quoi. Non, mais il y a tellement effectivement étiré chaque côté qu'il l'a fait, il l'a transformé. Et pour ça, effectivement, il faut un désir de transcription, mais c'est surtout vis-à-vis même de soi-même. C'est pas forcément une idée qu'il faut plaquer dès l'époque. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Jean-Marc Boustamante, est-ce que c'est aller trop loin que dire que l'artiste est peut-être celui qui peut nous éduquer au beau, nous amener vers le beau? Oui, c'est aller trop loin. Oui. Je pense qu'on peut pas besoin d'être artiste. Non, pas du tout. Je pense que l'art, pour moi, la beauté, c'est un paramètre dans toute cette histoire. Puis elle est, je sais pas, c'est très large. Je veux dire qu'il y a des choses belles qui sont tellement presque rien. Parce que c'est aussi ce qu'on disait au départ, la grandeur et la force, mais ça peut être aussi une petite chose qui est très belle et très sensible et qui sera là comme ça, comme une chose un peu éphémère et fragile. Donc, en tous les cas, oui, on est là pour quelque chose. Hein. Alors, je sais pas si pour la beauté, certainement, mais je pense beaucoup plus que ça. Voilà. Hein. On va parler d'une chose éphémère et fragile. Et moi, j'étais l'autre jour, je tombais sur une analyse de Berg. On connaît tout, je peux pas la chanter, je ferai pas cet affront à la chaîne, mais une petite romance ou une petite pièce de Schumann qui dure 50 secondes, qui est une petite mélodie très simple. Et là-dessus, Berg, qui est un auteur que j'admire particulièrement, entre autres, mais ce qui commence cette idée qu'il faut tout expliquer, et cette idée de tout expliquer, il met 70 pages d'analyse pour expliquer ce qui fait que cette mélodie est belle. Alors ça devient grotesque, parce qu'il démonte chaque intervalle, chaque truc, et quand on la joue, Schumann a certainement improvisé d'une certaine manière, et ça s'est passé comme ça. Et effectivement, on voit d'où ça vient avant le style de Schumann, on voit d'où ça va, et c'est là qu'on commence, quand on a une époque qui veut tout expliquer. Donc il faut aussi, ce qu'on essaie de faire là d'ailleurs, expliquer le beau d'une certaine manière. Et c'est difficile à expliquer. Ça peut être effectivement cette mélodie de trois lignes qui s'arrête, qui plonge dans le silence, mais qui est belle et simple. Avant d'aborder la dernière question, Catherine Salvia, encore une lecture? Oui, il y a le beau, mais le beau est extraordinaire, mais par exemple, portrait d'André Chénier, dernier poète classique, premier poète romantique. Ses traits étaient fortement prononcés. Sa taille athlétique, sans être haute, son teint olivâtre, mais ses yeux ardents, gris-bleu, fortifiaient, illuminaient sa parole. Tête énorme, puissante et carrée, front large, dégarni et presque chauve, il était fort laid peut-être, mais il possédait le charme. Alors, avant de terminer avec vous, avec ce fameux texte de Paul Claudel, j'aimerais vous faire réagir à une phrase qui a été écrite par Jean-Paul II dans sa lettre aux artistes en 1999. Jean-Paul II, il écrivait que l'artiste est en affinité avec le monde de la foi parce qu'il atteint le cœur de l'humanité. Je le cite, « Toute forme d'art authentique est à sa manière une voie d'accès à la réalité, la plus profonde de l'homme et du monde ». Est-ce que ça rejoint pas aussi l'idée de la beauté dans l'art, Thierry Esquèche? C'est l'idée, tout à l'heure, en citant Nietzsche, je citais ça, de cette manière. L'art va vers un chemin vers la vérité. Alors après, ce qu'on met derrière le mot vérité, Nietzsche, apparemment, ce ne serait pas forcément la même chose que Jean-Paul II, mais ou peut-être, ça se rejoint d'une certaine manière, on plaisante là-dessus, mais peut-être, cette idée de transcendance, de sublimation. Et c'est peut-être là, effectivement, que peuvent se rejoindre ces idées assez différentes, ces approches de l'art assez différentes. C'est des questions compliquées. Ça aide à vivre, en tous les cas. Je veux dire qu'effectivement, un artiste se doit de travailler avec le réel. Et la vérité, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, il nous reste quelques minutes pour vous écouter, Catherine Salvia, avant... Et la beauté, c'est la Vierge à midi de Paul Claudel. Il est midi, je vois l'église ouverte, il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier, je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder, pleurer de bonheur,
savoir cela, que je suis votre fils et que vous êtes là. Rien que pour un moment pendant que tout s'arrête. Midi. Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. Ne rien dire. Regardez votre visage. Laissez le cœur chanter dans son propre langage. Ne rien dire. Mais seulement chanter, parce qu'on a le cœur trop plein, comme le merle qui suit son idée en ces espaces de couplets soudains, parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée, la créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final, telle qu'elle est sortie de Dieu, au matin de sa splendeur originale, intacte, ineffablement, parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance, et le seul fruit, parce que vous êtes la femme, l'Éden de l'ancienne tendresse, oubliée, dont le regard trouve le cœur tout à coup, et fait jaillir les larmes immaculées. Parce que vous êtes là, pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ. Soyez remerciés. Alors, il me reste maintenant à vous remercier tous les trois très chaleureusement pour votre participation à ce débat. Je signale aux téléspectateurs qu'ils peuvent vous retrouver chacun dans vos créations respectives. Thierry Esquèche, le 11 décembre, l'église des Billettes, vous serez présent pour une création. Catherine Salvia, vous partirez en tournée début janvier avec votre sœur Christine Murillo pour une pièce intitulée « Deux petites dames vers le nord ». Et enfin, Jean-Marc Boustamante, vous exposerez à Moscou en février pour une rétrospective de votre travail à la Fondation Ekaterina, donc à Moscou. La semaine prochaine, le thème des mardis des Bernardins sera « L'homme est-il un animal comme les autres ?» Bonsoir.